Bonsoir tout le monde. Alors c'est super de voir autant de monde, surtout les géographes. Ça fait plaisir de voir qu'on les a touchés, parce que c'était un peu notre but. Donc moi je suis Alexandre, je suis le président du club Ciné Sociaux. Donc la séance de ce soir est organisée avec Géosphère et avec Campus à cultiver. Donc je vais laisser pour l'instant la parole à Géosphère, puisque nous avons une invitée pour pour répondre à nos questions après la projection du film, Madame Malval, qui est enseignante ici à la FLSH. Donc je laisse Géosphère prendre le relais. Valentin, bonsoir. Bonjour à tous, merci d'être présents. On est ravis d'être là pour présenter ce court-métrage, ce film avec vous. Voilà, l'association Géosphère vous remercie d'être ici aussi. Véronique Malval est notre prof de géographie environnementale sur les risques naturels. Elle est également impliquée dans des projets de recherche sur les risques naturels et sur le changement climatique. Et elle va intervenir tout au long de ce film pour le présenter, pour le diagnostiquer. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, j'ai perdu mes mots, désolé. Mais voilà. Voilà. Merci. Alors, le film que nous allons voir est sorti en salle en 2018, donc au cinéma. Il interroge la question environnementale à travers la critique de micro-initiatives écologistes à travers le monde et voulu pour répondre au constat d'une crise climatique planétaire dont nous pouvons, grâce au consensus scientifique récent, affirmer qu'il est causé par l'activité humaine. Il s'agit de la suite du film Demain, sorti en salle en 2015, qui présentait un grand nombre de ces micro-initiatives. Les deux films ont été réalisés par Cyril Dion. Cyril Dion est à la fois réalisateur, écrivain, et a co-créé en 2007 avec Pierre Rabhi et quelques amis le mouvement Colibri, impliqué dans les luttes écologistes et pour le climat. Plus tard, en 2012, il a cofondé le magazine Kaizen, dont la thématique était également orientée vers l'action écologiste. Puis, il a développé la collection Domaine du possible aux éditions Actes Sud, qui est destinée à promouvoir l'idée que cette action est réalisable et utile. Cette collection est toujours active et il y a de nouvelles parutions régulièrement. L'homme apparaît, selon moi, et à travers son travail, comme résolument militant pour répondre à la question du dérèglement climatique avec des solutions humaines et écologistes, et n'hésite pas à chercher à travers Après-demain à se confronter au scepticisme de Laure Noila, qui l'accompagne tout au long du tournage. Laure Noila est journaliste et écrivaine et a travaillé notamment sur la question des dangers du nucléaire. En tant que journaliste, elle a tenu pour le journal Libération un blog intitulé « 6 pieds sur terre » de 2007 à 2015, ce blog traitant de la question de l'environnement. À travers ses publications littéraires, telles que Lettres ouvertes à celles qui n'ont pas encore d'enfants, chez Plomb en 2018, ou encore Comment rester écolo sans finir dépressif, aux élections l'ANA en 2020, elle interroge essentiellement l'éco-anxiété qui a émergé depuis de nombreuses années chez les personnes ayant pris conscience que des enjeux climatiques majeurs entrent en contradiction avec nos modes de vie modernes. Voici donc, dans un esprit de débat, proposant de la contradiction, le film Après-demain de Cyril Dion et Laure Noila, dont nous pourrons ensuite discuter avec notre invitée, Véronique Malval, et avant de visiter la micro-initiative des étudiants et étudiantes de la FLSH de Limoges, un potager éco-responsable et partagé. J'espère que le film vous a plu. Alors, il y a des passages. Depuis, il y a eu le scandale avec Nicolas Hulot. Enfin, on a pris connaissance du scandale avec Nicolas Hulot. Il y a eu beaucoup plus de marches pour le climat. Donc, il s'est passé beaucoup de choses depuis 2018. Maintenant, voilà. Est-ce que déjà ce film vous a plu ? Quelqu'un veut peut-être prendre le micro pour partager son ressenti sur le film ? Non ? Non ? Est-ce que quelqu'un a une question à poser en rapport avec le film, la question environnementale ? J'arrive.
Non, j'avais une question parce que, alors j'ai pas vu le premier film, mais celui-là, il incitait surtout, de ce que j'ai compris, à mettre en place des actions, mais surtout les maintenir dans le temps. Et est-ce que ça a été le cas du coup? Est-ce que ça a fait plus réagir les gens? Parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en place, mais qui au final avaient été plus ou moins abandonnées. Et est-ce que ça a fait réfléchir les gens? Est-ce qu'avec ce film, les gens ont recréé d'autres actions qu'ils ont maintenues jusqu'à maintenant? Concrètement, est-ce que le monde a changé? Ben non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais on le sait, vous le savez, on en parle aussi en cours, en tout cas pour les géographes. Il y a ponctuellement de plus en plus de personnes qui changent de mode de vie, qui se sortent de ce système, notamment, j'en ai parlé, des scientifiques, parce qu'ils en ont marre de dire toujours la même chose, de montrer ce qui ne va pas, de lancer l'alerte et qu'en face, il n'y ait rien de la part des décideurs, du pouvoir politique. Donc ils en ont tellement marre que eux, ils prennent le taureau par les cornes et ils font ce qu'ils ont à faire pour finalement pour être résilients. Voilà, parce qu'on va au-devant de difficultés. Enfin, on le voit bien, on y est déjà. Et du coup, ces scientifiques, moi, quand vous dites scientifiques, je pense notamment aux acteurs du GIEC qui proposent, qui sont plutôt optimistes en fait sur la possibilité de résilience de l'humanité. À l'université, est-ce qu'il y a une position qui est défendue par les enseignants vis-à-vis de ça, de la résilience? Alors, à l'université, je ne sais pas. En géographie, nous n'avons pas tous la même position. Voilà. Après, le GIEC, il donne l'alerte aussi. On est bien d'accord. Ce ne sont que des données scientifiques. Et les données qu'ils rendent publiques, les alertes qu'ils donnent, font peur parfois. On est d'accord. D'ailleurs, ils nous mettent en garde. Ils nous ont dit, il y a quelques mois de ça, qu'on avait 3 ans pour agir. C'est-à-dire amener les émissions à un pic pour ensuite baisser, mais très rapidement, pour rester sous la barre que l'on s'est fixée donc, à la conférence de Paris, à savoir 1,5 degré supplémentaire donc, dans l'atmosphère d'ici à la fin du siècle. Et concrètement, pour l'instant, comme on n'a pas commencé à agir aussi peu, on sait très bien que c'est mort, quoi, tout simplement. Et donc le GIEC, il est optimiste, mais tant mieux. Et moi aussi, je le suis, même si ce que j'enseigne est parfois très toxique en information. Et ça, les géographes pourront le dire, parce que les faits sont là. Les faits sont là, malheureusement. Et ce sont les données du GIEC. Et si vous prenez la fresque du climat, qui connaît la fresque du climat ici? Alors, beaucoup de géographes, mais pas seulement. La fresque du climat, voilà, c'est un jeu de cartes, c'est très ludique. Et ça n'est pas rose. La fresque du climat nous fait voir ce vers quoi nous allons aller si on ne change rien, si on ne met pas en place tout ce qui nous est montré donc, dans demain et après-demain. Et la fresque du climat, ce sont des données du GIEC. Toutes les cartes de la fresque sont basées sur les comptes rendus du GIEC. Donc il est optimiste, mais il met en garde. Les implications de la crise, elles sont très bien connues des scientifiques, de ceux qui s'y intéressent, mais malheureusement pas suffisamment de la part de la société, de la part des citoyens dans leur ensemble, des étudiants autres que géographes,
Voilà. Et le problème, je pense qu'il est là. Je pense que si tous les citoyens connaissaient les implications de la crise environnementale que nous vivons, eh bien, tous ces citoyens seraient beaucoup plus enclins à changer leurs pratiques, c'est-à-dire à avoir des pratiques beaucoup plus durables, beaucoup plus soutenables qu'aujourd'hui. Voilà, et c'est ça que ça veut dire, hein, le film. Moi, ce film, je le trouve ultra optimiste, parce qu'en fait, il montre que des acquis, enfin des choses que l'on pensait acquises, ont pu complètement être abandonnées. Des choses ont changé. Hein, l'égalité black and white. L'autre exemple qui montre... L'interruption volontaire de grossesse, le droit à l'avortement. Oui, voilà, les inégalités hommes-femmes. Il y a des choses qui changent et rien n'est immuable. Et c'est ça qui est important et c'est ce qui nous fait garder espoir. Ouais. Mais il faut en avoir conscience. Une question ? Oui ? Oui, du coup, moi j'aurais une question. Ce serait plutôt à une échelle plus locale. On a vu, ce qui me vient en tête, c'est l'exemple de la monnaie circulaire à Bayonne. Et est-ce que, par exemple, à Limoges, il y a ces genres d'actions qui sont mises en place et quels sont ce mode d'action pour qu'on puisse nous-mêmes s'y intéresser et s'investir dedans? Oui, mais il y a une monnaie qui circule, je ne sais plus son nom. Loupelou. Voilà. Loupelou. Alors effectivement, en centre-ville, il y a un certain nombre de commerces qui permettent de payer avec. Alors on crée sa carte chez eux et on échange notre première valeur et chez un commerçant qui accepte Loupelou. Et alors après, par exemple, ils ne rendent pas toute la monnaie parce qu'il n'y a pas autant de centimes que sur les euros. Donc il faut accepter la logique de don contre don basée sur l'échange, en fait. Mais il y a moyen de payer dans plusieurs commerces, des commerces qui proposent de l'habillement. Rue de la Boucherie, il y a par exemple, comment il s'appelle ? Zut, je ne sais pas si quelqu'un connaît cette épicerie rue de la Boucherie en bas de... La locale, c'est ça. Donc des endroits comme la locale qui acceptent Loupelou. Donc il y a possibilité de manger, voilà. Il y a des AMAP qui l'acceptent aussi sur donc toute la région, en fait, des agriculteurs bio, voilà. Donc pour faire des paniers de légumes à la semaine. Donc il y a des solutions ici. Ouais. Enfin, je dirais la mesure peut-être la plus facile à mettre en place, oui, c'est de relocaliser en fait son alimentation. On a la chance d'avoir une région productrice, autant de viande que de légumes, de céréales, de fruits, et aller directement chez le producteur, chez le fermier, eh bien c'est du local, c'est pas forcément du bio, mais c'est du local, et de fait, sans intermédiaire, ça va vous coûter moins cher que sur un marché ou que dans une grande surface. Mais c'est vrai qu'il faut se déplacer pour aller chez le fermier, quoi. Voilà. Alors, excusez-moi. Juste avant, vous nous parliez d'éducation, en fait. Et moi, en tant que sociologue, je note la problématique des écarts de richesse. C'est-à-dire que là, on a des gens qui peuvent envisager des actions, mais parce qu'ils ont un certain capital économique. Ils disposent d'un certain capital économique. Dans les quartiers populaires, c'est plus dur d'accéder à l'action écologiste parce qu'il y a aujourd'hui une difficulté à envisager le collectif comme quelque chose de stable, et donc on va se réfugier dans l'individualisme souvent. Et donc on a des écarts de richesse comme ça entre les plus précaires d'un côté, qui ont du mal à mettre en place des actions, et puis de l'autre côté, là c'est pareil, depuis le film, il n'y avait pas, maintenant on a ces gens qui traquent les jets privés de gens comme Jeff Bezos ou Elon Musk,
qui, en un mois, dépensent ce que nous, on va dépenser en une vie. Et ça, c'est très problématique. Du coup, je ne sais pas si vous nous parliez d'initiatives. Au niveau éducatif, qu'est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Sur cette question, je pense que l'État, là, a un gros rôle à jouer. Il ne le joue pas suffisamment, on est bien d'accord. Il ne met pas suffisamment d'alternatives. Il ne donne pas d'alternatives aux populations. L'exemple le plus connu, c'est celui de la voiture, la voiture individuelle, on est bien d'accord. Ils veulent nous faire laisser notre voiture au garage sans nous donner la possibilité de nous transporter autrement. Donc le problème, il est là aussi. Qu'ils mettent une alternative collective, qu'ils diffusent de façon très importante les transports collectifs ou individuels propres du périurbain, du urbain vers les villes. Déjà, on pourra reparler du changement des transports. C'est une première chose parce que le déverrouillage, il sera fait par l'État, je pense. En tout cas, on voit bien que pour l'instant, ça n'est pas déverrouillé parce qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique, à mon sens. Après, j'ai entendu, ça date du début de semaine, hier du coup, il va y avoir dans certaines villes, c'est à l'échelle nationale, la possibilité pour les ménages les moins aisés, donc les plus défavorisés, d'acquérir, un véhicule électrique, avec une aide, évidemment, et basée sur le revenu. Et donc, ce serait pas cher. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un l'a entendu ? Vous avez peut-être plus... Une prime de 6 000 € pour le changement de voiture électrique. Non, c'est pas sous forme de prime parce que déjà, derrière, il va falloir débourser. Il y a des choses qui se font, mais voilà, ça n'est encore pas suffisant. Et voilà. Mais il faut commencer par quelque chose. Et après, c'est toujours... ce sera revu, amélioré. Mais il faut commencer. Donc en fait, pour vous, l'échéance du GIEC, l'échéance des plus collapsologues d'entre nous, elle n'est pas... l'espoir présenté dans le film, il est viable selon vous ? Je vous pose une question qui vous engage beaucoup peut-être. Oui, alors concrètement, je pense que pour l'instant, tout espoir est perdu. Mais par contre, c'est porteur d'espoir, parce qu'on sait que si on veut, on peut. Mais pour l'instant, que faisons-nous pour éviter le pire ? Pas grand-chose. Vous êtes d'accord ou pas ? On n'est pas sur un modèle de développement durable. Le sang de nos sociétés, c'est l'énergie. L'énergie aujourd'hui, elle nous est donnée par quoi ? Par les matières fossiles. Donc, par toutes ces combustions qui font que nous relarguons énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, tant qu'on n'aura pas réduit ça, la seule année pour laquelle ça a été réduit, c'est 2020. Voilà, parce que l'humanité a été confinée. Mais n'empêche, mais c'est positif. C'est positif parce que en 2020, si mes souvenirs sont bons, on a dû faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 7%. Si les chiffres, si mes souvenirs sont bons, c'est environ de 7%. 7%, il faudrait le faire chaque année pour maintenir donc les accords de Paris, ne pas faire réchauffer l'atmosphère de plus de 1,5 degré. Ça veut dire que nous pouvons le faire, parce qu'on l'a fait en 2020. On l'a fait en 2 mois et demi. Ça veut dire que si on le fait chaque année, tous les ans,
mais sur une année complète. Moi, je me dis que c'est gagné, en fait. Parce que ce qu'on a fait en 2 mois et demi, on a le droit de le faire sur toute l'année. C'est-à-dire beaucoup moins se déplacer, avoir une consommation proche de zéro, sauf alimentaire, bien évidemment, parce que c'est ce qui s'est passé pour le Covid. On ne s'est pas déplacé, on n'a pas consommé autre que l'alimentation. Et bien, c'est ce qu'il faut arriver à faire tous les ans sur une année complète. Moi, je trouve que ça paraît super facile. Et en plus, on l'a déjà fait. Donc, on sait comment faire. Eh bien, allons-y, quoi. Et en plus, quelque part, on a rempli les poches de des actionnaires qui se sont encore plus enrichis. Donc, même eux pourraient y trouver leur part quelque part. Quelqu'un a une question, peut-être ? Bon, eh ben, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ce qu'on a vu. Moi, j'ai une question à poser, du coup. Tous ceux qui sont là, que je ne connais pas, sont là parce qu'ils sont conscients du problème ou sont là parce que justement, ils se posent des questions, ils ne connaissent pas, ils veulent beaucoup plus s'y pencher. Oui. Oui, bonjour. Moi, je suis là parce que je suis effectivement consciente du problème, parce que je cherche à m'informer par tous les moyens. Bon, j'avais vu demain et je n'avais pas vu après-demain, voilà. Et puis, alors, je suis d'accord avec ce que vous disiez sur l'histoire de la loi, et notamment, il y a la maire de Paris là qui le rappelle dans le reportage, qui dit que, il faut passer par la loi, quoi. Enfin, je veux dire, comme pour l'IVG, comme pour plein de choses, s'il n'y a pas la loi, c'est la galère. Et le soutien, elle réclamait aussi le soutien des citoyens. Et on voit bien qu'à Paris, c'est exactement le contraire qu'il s'est passé. En fait, elle n'a pas du tout de soutien lorsqu'elle a enlevé les berges de la Seine aux automobilistes. C'est terrible. Et quand je vois... Oui, mais ils disent aussi dans un autre moment dans le film qu'au départ, les gens râlent beaucoup et après, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Enfin, on avait des images de Copenhague, donc forcément, voilà, on en rêve. Voilà, voilà. Déplacez-vous à vélo déjà, si vous pouvez. Voilà. Ça fait du sport et ça compense un peu les heures passées sur les écrans. Ça peut être sympa. Voilà, il existe des capes de pluie. Enfin bon, il faut pas trouver des fausses excuses pour pas faire du vélo. C'est vrai qu'il y a des côtes à Limoges, mais bon, c'est bien, oui. C'est bien aussi. À Grenoble, effectivement, c'était super d'entendre l'exemple de Grenoble avec Éric Piolle. C'est vrai que ça fait du bien d'entendre des élus comme ça, hein, voilà, comme la maire de Paris aussi. Bah oui, ils sont pas assez nombreux, hein, voilà. Et à Grenoble, c'est tout plat en fait. Enfin bon, voilà, on peut aller faire de l'escalade dans la montagne, mais sur la ville même, c'est tout plat et il y a énormément de pistes cyclables. Et voilà, et Limoges, on en rêve, mais bon, voilà. C'est ça le problème si les élus développent. Alors là, maintenant, il y a une loi qui les oblige, dès qu'ils font des travaux sur une voie, enfin des améliorations de voirie, s'ils font des gros travaux sur une rue de Limoges, ils sont normalement obligés de tenir compte des mobilités douces et du vélo. Donc, voilà. On peut rêver, voilà. Mais enfin bon, oui, il faut des exemples positifs comme ça, parce qu'il faut avoir des exemples positifs pour se lever le matin quand même, quoi. Donc, voilà. Et alors ça remonte donc à 2018. Sur France Télévisions, il n'y a pas très longtemps, il y avait un reportage sur la même initiative, mais dans le Nord. Donc c'est des vieux corons qu'ils ont réhabilités. Donc ils ont installé des panneaux solaires sur les toits des écoles, des maisons, et ça leur permet de diminuer les charges de la ville, les impôts locaux en fait. Voilà. Le problème, c'est que parfois, voilà ce que vous disiez sur les exemples de... Parfois, apparemment, ça part d'une bonne intention, mais finalement, c'est perverti, quoi. Voilà. Et pareil pour les histoires des panneaux solaires. Sur les toits, des hangars, des maisons, voilà, mais peut-être pas dans les champs. On va peut-être pas
enfin, ça fait peur quand on voit des champs qui sont recouverts puisqu'on ne va pas avoir assez de surface agricole. Et donc là, ils sont recouverts parfois par des panneaux solaires. Donc on pourrait croire que ça part d'une bonne intention, sauf que dessous, Mais souvent, il y a une culture dessous qui a besoin d'ombre. Ah oui. Et oui, parce que Alors, les panneaux si ça sont évolue dans ce sens-là, oui. c'est bien, mais il n'y a pas que Mais ça. pas Hein. tous, J'ai vu comme ça, d'autres oui. choses et du coup, je me dis, ben voilà, quoi, quand ils vont avoir tout recouvert de panneaux solaires, on va peut-être croquer des morceaux de panneaux solaires. Je ne sais pas ce qu'on va manger, mais voilà. Je sais pas, voilà. Donc, Oui, donc recouper les informations pour éviter le greenwashing, c'est un petit peu le parcours du combattant maintenant pour tout le monde. On reste sur cette note Gandhi, droit à l'avortement, Martin Luther King, d'espoir peut-être. Le film, il commence avec ce que dit la romancière. Je crois que c'est quelque chose comme on occupe le monde en se racontant des histoires. Eh bien, on pourrait se raconter une belle histoire, environnementale. Voilà. Donc, enfin, il ne faut pas faire que se la raconter. Il faut la mettre en place et il faut la vivre. Voilà. Avec du politique, de l'éducatif, et puis un peu moins d'individualisme peut-être. Merci beaucoup. Julie? Du coup, ça va. Ok, bonsoir. Je suis Julie, service civique à la BU Lettres depuis novembre, si vous ne m'avez pas vu. Des fois, je suis à l'accueil et dans les locaux. Moi, ce soir, je vous propose de la documentation, que ce soit des ouvrages scientifiques, mais aussi des bandes dessinées ou des DVD qui parlent du sujet, qui peuvent vous permettre d'approfondir ce sujet ou aussi de mieux le comprendre. Quand vous pourrez venir manipuler les ouvrages, lire les résumés et prendre aussi une petite bibliographie que je vous ai imprimée où vous avez notamment les codes qui sont marqués dessus si vous voulez aller directement en bibliothèque, les chercher ou quoi que ce soit. Pour information, j'ai fait une petite exposition au 2e étage au niveau de la salle Histoire-Géographie et quelques ouvrages y sont présents. Donc si vous voulez les prendre, il n'y a pas de souci, que ce soit de la bande dessinée ou aussi les DVD. Généralement, je les mets... le plus intéressant, je le mets avec le reste. Donc voilà. Merci Julie. Et puis pour ceux qui veulent, donc, je vous propose de suivre Pierre de Campus à cultiver, voilà, qui lève la main, qui je crois connaît Loupelou. De nom, d'accord. Donc bon, je vous remercie tous d'être venus. Puis je remercie encore Madame Malval. C'était très enrichissant. Suite à ce ciné-débat, nous avons mené un entretien avec Pierre de Campus à cultiver afin de documenter la micro-initiative écologiste des étudiants de Limoges avec leur potager partagé. Nous vous invitons donc à écouter notre hors-série consacrée à Campus à cultiver afin d'en savoir plus et peut-être de les rejoindre dans leur aventure éco-responsable. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles thématiques humaines et sociales.